Le 15 mars 2026 à 18h30, précise Matignon devint le théâtre silencieux d'un coup de tonnerre. Sébastien Lecornu apposa sa signature au bas d'un document qui allait faire vaciller l'échiquier politique français, sa lettre de démission. À peine le stylo posé, la déflagration médiatique se propagea comme une onde de choc. Pendant ce temps, à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen, confortablement installée dans son quartier général, affichait déjà un rictus de victoire. Ce qu'elle ne soupçonnait pas une seule seconde, c'est que ce sourire si sûr de lui serait balayé 24 heures plus tard par une stupeur brutale. « Ah, enfin !» s'écria Marine Le Pen, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, qui venait de vibrer avec une notification explosive. En pleine séance stratégique aux côtés de Jordan Bardella et des têtes pensantes du Rassemblement national, le flash info de BFM TV retentit comme un coup de tonnerre dans la pièce. Sébastien Lecornu remet sa démission à Emmanuel Macron. Le visage de la chef de file de l'extrême droite s'illumina aussitôt d'un enthousiasme à peine contenu. « Le château de cartes va s'effondrer !» lança-t-elle avec un demi-sourire à son équipe. « Sans Lecornu, ce quinquennat déjà moribond va s'écrouler comme un soufflet raté. Le chaos s'installe à l'Élysée. » Et pour une fois, elle n'avait pas totalement tort. En 1 an et demi, Lecornu s'était imposé comme l'équilibriste miraculeux d'un exécutif à la dérive. Il avait ramené un semblant d'ordre dans une république secouée, redonné du poids à Matignon et évité à Macron de couler plus vite que prévu. Son départ soudain n'était pas une simple secousse, c'était un cratère béant dans la mécanique du pouvoir. Officiellement, les raisons invoquées tenaient de la langue de bois. Matignon parlait de désaccords économiques profonds, de visions européennes inconciliables. Des formules creuses, là quand même qui sentaient la diplomatie de crise. Mais dans les arcanes du pouvoir, personne n'était dupe. La vérité, elle transpirait dans les silences gênés des collaborateurs. Lecornu n'en pouvait plus d'être le pare-feu d'un président qui enchaînait les bourdes comme des perles sur un collier. Ce qui avait fait exploser la cocotte minute, c'était l'ultime provocation de Macron, une réforme des retraites imposée au forceps en piétinant l'avis de son propre Premier ministre. Résultat, un pays en feu, des grèves en cascade et un Lecornu ridiculisé en place publique. L'humiliation de trop. En jetant ses dernières affaires dans un carton, il aurait glissé entre 2 soupirs. C'est la trahison de trop. Macron m'a encore planté le couteau, mais cette fois, je refuse d'être son écran de fumée démocratique. À l'Élysée, la nouvelle tomba comme une enclume sur du verre. En une seule signature, Macron venait de perdre son pilier le plus solide et accessoirement la seule bouée de sauvetage qui lui restait pour terminer son quinquennat, sans sombrer dans le ridicule. Désormais orphelin de Lecornu, il se retrouvait en première ligne, cerné par une opposition en furie et une opinion publique qui n'attendait qu'un faux pas pour l'achever. Dans le silence pesant de son bureau présidentiel, Emmanuel Macron semblait vidé. Il répétait l'air hagard la même phrase à ses collaborateurs comme une incantation vaine. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ? On formait un tandem, on avait réussi à tenir le cap ensemble. » Mais le capitaine avait sauté du navire emportant avec lui la dernière parcelle de crédibilité du gouvernement et laissant Macron à la dérive seul maître à bord d'un navire en perdition. Et pendant que le président chavirait Marine Le Pen, elle flairait l'aubaine. Voyant la voie dégagée, elle convoqua Fissa les caméras pour un point presse à 20h. Le moment était parfait pour porter le coup de grâce. Tout sourire, elle déclara devant les objectifs « Cela ne fait que confirmer ce que nous martelons depuis longtemps. Macron est un chef sans autorité incapable de diriger et même de retenir ses propres soutiens. La France mérite un autre destin que cette cacophonie permanente. » Marine Le Pen ne lâchait plus sa proie. Tel un scalpel glissant sur une plaie ouverte, elle poursuivait sa charge contre un gouvernement déjà à genoux. Pour elle, Lecornu n'avait été que le vernis qui cachait la décrépitude d'un pouvoir à bout de souffle. Maintenant que le seul visage encore présentable de l'exécutif avait claqué la porte, le vide sidéral de la Macronie éclatait au grand jour. « Il est grand temps, lançait-elle, que le peuple français reprenne les rênes de son avenir. » L'écho médiatique fut foudroyant. Les chaînes d'infos, comme affamées, se l'arrachèrent. Elle enchaînait les studios comme une rockstar en tournée, multipliant les punchlines galvanisées par l'impression que son heure était enfin venue.
C'est notre créneau historique, soufflait-elle à Bardella dans un couloir entre deux émissions. Macron est hors jeu. À nous de dessiner le nouveau visage de la France. Et les chiffres semblaient lui donner raison dès le lendemain. Les intentions de vote pour le Rassemblement national faisaient un bond spectaculaire tandis que celles du président s'effondraient comme un château de cartes. Pour les électeurs comme pour les analystes, le départ de Lecornu sonnait comme le début du naufrage officiel de l'ère Macron. Sur Twitter, c'était l'euphorie, les militants RN exultaient à coups de hashtag triomphant. « Macron fini ». Lecornu démission qui grimpait en tête des tendances. Marine Le Pen, ravie, relayait tout bâtissant pierre par pierre sa stratégie de conquête sur les ruines encore fumantes du macronisme. Marine Le Pen, sûre de son effet, dégaina un tweet calculé comme un slogan de campagne. Le moment est venu, les Français peuvent enfin trancher entre l'anarchie version Macron et la stabilité que nous incarnons. Résultat, des milliers de partages en un éclair. Son message faisait mouche simple, direct tranchant. De l'autre côté de l'hémicycle, l'ambiance était bien moins triomphale. La gauche, surprise par l'accélération soudaine des événements, hésitait sur la marche à suivre. Mélenchon, lui aussi ravi de voir Lecornu mordre la poussière, commençait pourtant à froncer les sourcils devant la montée en puissance de Marine Le Pen. « Il faut rester vigilant », avertissaient ses députés. Cette crise, si on n'y prend pas garde, pourrait bien être l'occasion rêvée pour l'extrême droite de gagner du terrain. On ne peut pas lui laisser tout l'espace médiatique. Mais le mal était fait. Marine Le Pen avait déjà imposé sa version des faits sur tous les écrans. Présente sur chaque plateau, reprise dans chaque JT, elle dictait le rythme du récit politique. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne paraissait plus comme une opposante, mais comme l'alternative crédible à Macron. Pendant ce temps, à l'Élysée, c'était la débâcle. Les conseillers entraient et sortaient du bureau présidentiel comme dans une salle d'urgence. « Il faut un nouveau Premier ministre tout de suite », lançait Alexis Kohler la voix tendue. Chaque heure qui passe, c'est Le Pen qui marque des points. Macron, visiblement dépassé, n'avait qu'une réponse. Mais qui peut remplacer Lecornu? Le vide était cruel. Aucun nom ne parvenait à égaler l'autorité, la compétence ou la légitimité de celui qui venait de claquer la porte. Et c'était bien là que le bas blessait. En 1 an et demi, Lecornu s'était forgé l'image d'un homme d'État au-dessus de la mêlée, une figure consensuelle que même ses adversaires respectaient. Son retrait soudain créait un vide immense, un trou béant que personne dans l'immédiat ne semblait capable de combler. Les noms tournaient en boucle. Bruno Le Maire, trop technocrate, Darmanin, trop clivant, Borne, trop effacé. À chaque proposition, Macron fronçait un peu plus les sourcils. Il ne cherchait pas un remplaçant, il cherchait un Lecornu bis, et cela, personne ne l'était. De son côté, Marine Le Pen goûtait enfin la saveur de ce qu'elle croyait être une victoire historique. Ce soir-là, elle s'endormit, le sourire aux lèvres, convaincue que le destin venait de basculer en sa faveur. Depuis 2017, jamais elle ne s'était sentie aussi proche du sommet. Lecornu, ce rempart solide entre elle et l'Élysée, venait de disparaître du paysage. Le champ était libre. « Demain, on dévoile notre programme gouvernemental », annonça-t-elle à son cercle rapproché. « Il faut prouver au pays qu'on est prêt à gouverner. » Ce qu'elle ne savait pas, en revanche, c'est que pendant qu'elle rêvait de conquête, l'homme qu'elle croyait éliminé préparait silencieusement son retour. En coulisses, Lecornu multipliait les appels discrets, nouait des alliances improbables. Et si sa démission n'avait été en réalité qu'un mouvement stratégique? Le 16 mars au matin, Marine Le Pen ouvrit les yeux avec la certitude d'être en train d'écrire une page d'histoire. Sa journée s'annonçait comme un défilé de victoires petit-déj, face aux caméras brief stratégiques avec ses députés, puis cap sur Marseille, pour lancer en fanfare sa reconquête nationale. Vers 10 heures sur les ondes de RTL, elle martelait son message comme on plante un dernier clou dans un cercueil. Quand même Lecornu jette l'éponge, c'est la preuve que personne ne peut survivre dans le chaos macronien. Il est grand temps de refermer ce chapitre désastreux. Le journaliste, un brin provocateur, rebondit. « Et vous vous sentez prête à gouverner ?» Elle n'hésita pas une seconde, sûre d'elle comme jamais. « Absolument. Nous avons les équipes, nous avons le projet, nous avons la légitimité. Le pays attend son véritable leadership. » Mais à peine avait-elle fini sa phrase que son téléphone vibra.
Un message bref de Bardella, urgent mais BFM. Sans comprendre, elle fit signe à son attaché de presse de brancher l'écran du studio. Et là, le choc. En bas de l'écran défilait une bande rouge comme une alerte nucléaire. Sébastien Lecornu revient à Matignon. Le Premier ministre retire sa démission. Marine Le Pen resta figée, les yeux écarquillés. « Non! Ce n'est pas possible !» souffla-t-elle, la voix tremblante. Le journaliste décontenancé tenta de sauver l'antenne. « Madame Le Pen !» Un commentaire à chaud sur ce revirement inattendu. Lecornu venait de signer son retour avec fracas. Plus qu'un comeback, une démonstration de force. En 24 heures, il avait prouvé à toute la classe politique, amie comme ennemie, qu'il n'y avait tout simplement pas de plan B. Ce rebondissement spectaculaire ressemblait à un épisode final de série politique où chaque scène renversait la précédente. Car dès que sa démission avait fuité, c'était le branle-bas de combat à tous les étages de la République. Les appels pleuvaient, et pas que de Macron. Des PDG de grands groupes, des syndicalistes aux discours rugueux, des têtes pensantes de la culture des sportifs célèbres. Tous avaient un message identique « Vous ne pouvez pas partir maintenant ». Le patron de la CFDT plaidait « Sans vous, le dialogue social s'écroule ». Le boss du MEDEF enchaînait « Vous êtes le dernier rempart contre la fracture sociale ». Même François Bayrou, toujours modéré, brisait sa neutralité pour le supplier « Votre absence ouvrirait la voie aux extrêmes ». Mais ce n'est pas cette avalanche d'appels institutionnels qui fit vaciller Lecornu. Non, ce fut une simple voix au bout du fil, celle de sa fille, étudiante en sciences politiques, qui toucha juste au cœur. « Papa, si tu pars maintenant, c'est Marine Le Pen qui gagne. Et tout ça juste à cause de ton ego. » Ces quelques mots venus de sa fille avaient brisé quelque chose en lui. Lecornu comprenait soudain que son départ, aussi justifié fût-il sur le plan personnel, pouvait entraîner un véritable séisme institutionnel. Il voyait désormais les retombées en l'espace d'une journée sans pilote à Matignon. Les marchés s'étaient affolés, l'euro avait plongé et surtout, Marine Le Pen s'était engouffrée dans la brèche avec un opportunisme glaçant. Elle n'attendait qu'un effondrement pour grimper. « Je ne peux pas laisser faire ça », s'était-il murmuré en regardant les chaînes d'infos diffuser en boucle les images d'une Le Pen triomphante paradant comme si la République lui appartenait déjà. Pendant ce temps, à l'autre bout du fil, Macron brisé appelait à l'aube non en tant que chef de l'État, mais comme un homme aux abois. « Sébastien, j'ai été idiot sur les retraites », avouait-il dans un souffle à 3 heures du matin. « Tu avais raison, j'ai commis une erreur. Donne-moi une dernière chance de réparer ce gâchis. » Cette voix vulnérable et sincère frappa Lecornu là où il ne s'y attendait pas. Pour la première fois, le président n'imposait rien. Il demandait, il écoutait, il cédait et surtout il proposait un pacte inédit. « Si tu reviens, tu prends la main sur l'économique et le social. Moi, je reste sur l'international et les fonctions régaliennes. » Lecornu n'hésita plus. Macron venait d'acter ce qu'il n'avait jamais admis jusque-là, sans lui tout s'écroule. Et il était prêt à partager le pouvoir pour sauver ce qu'il restait de son mandat. Et c'est ainsi à 18h30 tapante, exactement 24 heures après avoir claqué la porte, que Lecornu fit son grand retour en signant d'une main ferme le retrait officiel de sa démission. Retour à Matignon. Rideau levé, game on. Du côté de Marine Le Pen, l'effet fut comparable à un seau d'eau glacée en pleine montée triomphale. Non seulement la victoire lui filait entre les doigts, mais elle se retrouvait soudain dans la peau peu flatteuse de celle qui s'était félicitée un peu trop tôt, d'un désastre qui n'avait jamais eu lieu. Dans ses cercles privés, la colère grondait. « C'est une mise en scène grotesque !» fulminait-elle en tapant du poing sur la table. « Tout ça, c'est un coup tordu signé Macron Lecornu pour nous tourner en ridicule. » Mais personne n'avalait la pilule. Même les plus sceptiques reconnaissaient que la détresse de Macron avait été sincère, presque douloureuse à voir. Et le retour de Lecornu simple, un acte de lucidité face au spectre d'une extrême droite en embuscade. Le soir même, sur les plateaux télé, Marine Le Pen tenta tant bien que mal de redresser la barre. Le retour de Lecornu, une diversion. Cela ne masque pas l'échec fondamental de ce président. Mais ces mots tombaient à plat.
En à peine une journée, elle était passée du rôle de futur chef d'État à celui d'une candidate trop pressée qui avait célébré la chute avant même que la tour ne vacille. Les résultats des sondages tombèrent comme un couperet, la chute était nette. En l'espace d'une nuit, le Rassemblement national perdait 4 précieux points, balayant non seulement les gains de la veille, mais creusant même un peu plus le fossé. Les Français n'avaient pas digéré l'euphorie de Marine Le Pen au beau milieu du chaos institutionnel. Les masques sont tombés, résumait un analyste. On a vu une femme prête à exploiter la crise du pays pour servir ses propres ambitions. Pendant ce temps, Lecornu surfait sur une vague de soutien populaire rarement vue. Sa décision de revenir aux commandes était perçue comme un acte de responsabilité républicaine. Les chiffres explosaient, 70% d'opinion favorable, du jamais vu pour un premier ministre en exercice. Il symbolise la maturité face au tumulte, la stabilité contre les extrêmes, écrivait un éditorialiste du Monde. En reprenant les rênes, Lecornu a peut-être sauvé la démocratie française d'un basculement. Face à ce retournement brutal, Marine Le Pen tenta de changer de disque. Elle s'attaqua à d'autres thèmes, lança de nouveaux slogans. Mais la magie était rompue. Ce qui devait être son grand moment s'était transformé en gifle politique. Même ses alliés à l'étranger se moquaient gentiment. Matteo Salvini en aparté lui glissa « Marine en politique, on ne sabre pas le champagne avant le coup de sifflet final ». 3 semaines plus tard, le paysage électoral avait changé. Dans un sondage présidentiel, Marine stagnait péniblement tandis que Lecornu lui grimpait imposant peu à peu l'image d'un futur président. Sa fausse sortie de scène, loin de l'affaiblir, l'avait couronné. « J'en tire une leçon personnelle », glissa-t-il à ses proches. « Il faut parfois s'effacer pour revenir en héros. » De son côté, Marine Le Pen venait de recevoir une leçon au goût particulièrement amer. En politique, rien n'est acquis tant que l'encre n'est pas sèche, et encore. Se réjouir trop tôt, surtout sur les ruines supposées de l'adversaire, peut se transformer en boomerang ravageur. Ces fameuses 24 heures les plus brèves et les plus intenses de l'histoire politique française venaient de rebattre les cartes avec une violence inattendue. Pendant que Lecornu consolidait son image d'homme providentiel, Macron lui découvrait les vertus de l'humilité, et Marine Le Pen, elle apprenait à ses dépens que l'arrogance électorale a un prix. Cette séquence allait devenir un cas d'école, ne jamais sabrer le champagne avant que la cloche ait sonné. Mais la partie ne faisait que commencer. Le choc politique avait été immédiat, mais les répliques allaient en se faire sentir encore longtemps. Humiliée, rabaissée, prise à son propre jeu, Marine Le Pen n'avait qu'une idée en tête, reprendre la main, et frapper fort. Dès le lendemain du retour surprise de Lecornu, elle réunissait en urgence son état-major au siège du RN. Le ton était sec, tendu, presque militaire. « On ne va pas laisser passer cette humiliation », martelait-elle. « Il nous a ridiculisés, d'accord, mais on va lui montrer que son retour n'efface pas le naufrage du macronisme. » Jordan Bardella, encore groggy par le retournement de situation, tenta d'apaiser les esprits. Marine, peut-être qu'on a un peu précipité les choses. Ce qui compte maintenant, c'est de rester crédible. Mais il n'avait pas fini sa phrase que Le Pen explosait. « Crédible. Tu plaisantes hier soir encore, on nous voyait déjà à l'Élysée. C'est ce Lecornu qui joue au yo-yo avec sa fonction et c'est nous qu'on accuse d'amateurisme. » Le contraste était violent. En seulement 24 heures, elle avait chuté de l'euphorie d'une victoire imaginée à la brutalité d'une humiliation publique. Et comme si cela ne suffisait pas, les réseaux sociaux s'en donnaient. À cœur joie, même surnom cruel, #moqueur. Certains la qualifiaient de hyène électorale, d'autres de vautour à l'affût des crises. C'est totalement injuste, se défendait-elle exaspérée devant son équipe. On fait simplement notre boulot d'opposant, mais la rue numérique ne l'écoutait plus. Un sondage Harris publié 3 jours après le fiasco était sans appel, où 67% des Français désapprouvaient son attitude festive au moment de la démission de Lecornu. Les citoyens détestent voir un responsable politique se réjouir quand le pays vacille, expliquait froidement un analyste. Et désormais, cette perception la suivait comme une ombre collante. Marine Le Pen n'était plus perçue comme la candidate d'un espoir, mais comme celle qui place son ambition avant la nation.
Son équipe de communication tenta l'opération sauvetage bain de foule dans des hôpitaux, poignées de main aux agriculteurs selfie, dans des associations caritatives. Rien n'y faisait. L'image était ternie et le mal fait. Elle a grillé sa carte de crédibilité, lâcha un haut responsable du RN visiblement désabusé. Ce que les gens retiennent, ce n'est pas son discours, mais ce large sourire affiché quand Lecornu avait claqué la porte. Pendant ce temps, Lecornu consolidait son trône comme s'il n'était jamais parti. Son retour fut salué comme un acte de bravoure républicaine, un geste rare où l'intérêt du pays l'emportait sur les égaux. Même à gauche, certains mordaient leur chapeau. Il faut lui reconnaître ça, c'est un homme d'État, admettait François Ruffin, pourtant allergique à tout ce qui vient du pouvoir. Lecornu venait de faire ce que peu osent, mettre son orgueil en veilleuse pour prioriser l'intérêt collectif. Et c'est là que Marine Le Pen perdit pied. Face à un Premier ministre respecté des deux bords, même ses flèches habituelles devenaient des cailloux sans portée. Franchement, il nous a mis échec et mat à voir résigner un stratège du RN en aparté. Sa sortie théâtrale, suivie d'un retour triomphal, en a fait une sorte de De Gaulle version 2. On ne peut plus l'attaquer sans passer pour des rageux. Dans les coulisses du Rassemblement national, c'était la panique. Les proches de Marine Le Pen s'agitaient pour tenter de trouver une riposte digne de ce nom. Certains plaidaient pour détourner le feu sur Macron, histoire de faire oublier le fiasco. D'autres suggéraient un changement de cap radical, revenir aux fondamentaux sécuritaires pour regagner du terrain. Louis Alliot, fidèle lieutenant et maire de Perpignan, tapait du poing sur la table. Il nous faut une nouvelle ligne d'attaque et vite. Si on continue comme ça, on sera réduit au silence jusqu'à la prochaine présidentielle. Mais Marine, elle n'entendait plus rien d'autre que le nom de Lecornu. « Il bloque notre ascension », répétait-elle à qui voulait l'entendre. « Tant qu'il occupera le terrain, on ne passera jamais. » Ce discours obsessionnel commençait à semer le doute jusque dans son propre camp. Elle déraille, glissa un député RN à voix basse à un reporter. Lecornu est devenu son cauchemar éveillé. Il hante tous ses briefings. Elle ne pense qu'à lui. Marine Le Pen s'était lancée dans une offensive frénétique contre Lecornu, traquant le moindre faux pas comme un chasseur traque sa proie. Chaque décision, chaque déplacement, chaque mot prononcé du Premier ministre devenait cible de critiques parfois incohérentes entre elles. Elle se perd dans une vendetta personnelle, notait un analyste politique. Plutôt que de construire une alternative crédible, elle passait son temps à vilipender Lecornu. Ironie du sort, plus elle le frappait verbalement, plus il gagnait en sympathie. Ses sondages grimpaient, tandis que ceux du RN restaient désespérément figés. Marine semble avoir perdu son flair politique, s'alarmait Gilbert Collard, autrefois proche, allié, aujourd'hui critique. Ses attaques jouent contre elle et renforcent Lecornu. Le fiasco devint public lors de son déplacement en Normandie, 3 semaines après la démission manquée. Face à un journaliste, elle tenta de justifier maladroitement sa joie. « J'étais soulagée que la vérité éclate », balbutia-t-elle. « Lecornu a prouvé que Macron était ingouvernable. Pourtant, vous avez dit « enfin » quand vous avez appris sa démission. » Rappela le journaliste. « J'ai dit « enfin » parce que je croyais que les Français allaient enfin comprendre », bredouilla-t-elle visiblement gênée. La justification maladroite tourna instantanément en dérision sur les réseaux. Les internautes s'en donnèrent à cœur joie, lançant le hashtag « enfin Marine » pour railler ses explications tardives et bancales. Elle s'enlise, résumait un commentateur politique. Plus elle se défend, plus elle fragilise sa crédibilité. L'affront était d'autant plus cruel que Lecornu lui choisissait le silence distingué. Interrogé sur les réactions de Marine Le Pen à sa démission éclair, il répondit sans une once d'agacement « Je ne m'exprime pas sur les propos de l'opposition. Ma mission, c'est de gouverner pour l'ensemble des Français. » Ce contraste faisait mouche. La retenue du Premier ministre soulignait par effet, miroir l'acharnement de Marine Le Pen et consolidait encore son image de responsable posée. D'un côté l'élégance, de l'autre l'agressivité, tranchait un éditorialiste. La tension atteignit son point culminant lors du débat budgétaire à l'Assemblée. Alors que Lecornu exposait calmement le projet de loi de finances, Marine Le Pen lança une charge directe sans détour, Monsieur le Premier ministre.
Votre démission théâtrale était une belle mise en scène. Était-ce une manœuvre pour faire pression sur le président Lecornu ne broncha pas. Le ton calme, presque pédagogique, il renvoya l'attaque comme un boomerang. « Madame Le Pen, je perçois votre frustration. Vous espériez tirer profit d'une tempête politique et le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Fort heureusement, la France a des enjeux plus sérieux que vos tactiques partisanes. » La phrase frappa juste. L'Assemblée explosa en applaudissements, y compris sur plusieurs bancs habituellement peu enclins à soutenir le gouvernement. Marine Le Pen, le visage fermé par la colère, resta muette. « Elle vient de se faire pulvériser », glissa un élu LR. Lecornu la recadrait sans hausser la voix. Classe absolue. La scène, rediffusée en boucle sur les chaînes d'infos, acheva de fragiliser l'image de la leader du RN. Elle donnait désormais le sentiment d'une responsable politique amère, incapable d'accepter un revers. Les enquêtes d'opinion confirmèrent la tendance, l'écart se creusait dangereusement. Lecornu culminait à 74% d'avis favorables, un sommet inédit pour un Premier ministre en fonction. Marine Le Pen, à l'inverse, chutait à 32%, un plancher qu'elle n'avait plus atteint depuis 2 décennies. On est face à un désastre, reconnut Jordan Bardella lors d'une réunion à huis clos. Notre ligne anti-Lecornu ne marche pas. Il faut revoir toute la stratégie. Mais Marine Le Pen refusait d'entendre raison, non répétait-elle avec entêtement. Il finira par tomber. Il suffit d'attendre la prochaine crise. Cette rigidité inquiétait de plus en plus ses proches. Elle s'est enfermée dans une obsession, confia un pilier historique du parti. Elle ne perçoit plus la réalité politique telle qu'elle est. En réalité, Lecornu venait de réaliser un coup de billard à plusieurs bandes. Sa sortie théâtrale, suivie d'un retour calculé, n'avait pas seulement cloué Marine Le Pen au pilori, elle avait surtout révélé une vérité impossible à ignorer sans lui rien ne tenait. En l'espace de quelques jours, il s'était imposé comme la figure salvatrice que beaucoup attendaient sans oser l'imaginer. Lecornu représente exactement l'inverse de Marine Le Pen, expliquait un sociologue. La responsabilité face au calcul l'a retenu contre la radicalité, la cohésion nationale plutôt que la fracture. 6 mois plus tard, le décor politique n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Lecornu caracolait en tête des baromètres de popularité et s'imposait naturellement comme l'adversaire à battre. Marine Le Pen, elle peinait à réparer une image sérieusement fissurée. Dans un cercle restreint, elle finit par lâcher, presque résignée. « Je l'ai sous-estimé, il m'a parfaitement manœuvré. » Cet aveu tardif sonnait comme un point final. Celle qui croyait enfin tenir sa revanche découvrait que la politique ne se gagne pas à la force brute ni à l'impatience. Elle a appris de la manière la plus dure qu'en politique l'orgueil finit toujours par coûter cher, analysait un historien spécialiste de l'extrême droite. Lecornu lui a infligé une leçon de haut niveau, savoir attendre, savoir frapper au bon moment. Ces 24 heures entrèrent durablement dans la mémoire collective comme l'illustration parfaite d'un renversement politique à couper le souffle. Marine Le Pen n'y avait pas seulement laissé une manche, elle y avait vu s'évaporer son statut de prétendante crédible au pouvoir. À l'inverse, Lecornu sortait de la tempête renforcée, auréolée d'une stature nouvelle. Son pari risqué avait dépassé toutes les attentes, le propulsant au centre du jeu et reléguant Marine Le Pen au rôle peu enviable de figurante dans sa propre ambition. La leçon, elle était limpide. En politique, célébrer la victoire avant l'heure revient souvent à signer sa défaite. Marine Le Pen l'apprit à ses dépens face à un Lecornu qui maîtrisait l'art du timing et du retournement stratégique avec une précision redoutable. 1 an après cet épisode déjà gravé dans la mythologie politique française, les répliques continuaient de secouer le paysage. Marine Le Pen n'avait jamais vraiment retrouvé l'assurance d'avant la gifle. En meeting, elle contournait soigneusement le sujet, mais les journalistes, eux, n'oubliaient jamais de lui remettre sous le nez ses emballements trop précoces. C'est devenu son point faible permanent, analysait un expert de l'extrême droite. À chaque offensive contre le pouvoir, on lui rappelle ces fameuses 24 heures d'euphorie mal calculées. L'affaire avait même dépassé le simple commentaire politique pour entrer dans les amphithéâtres. À Sciences Po Paris, l'épisode faisait désormais partie du programme. Le professeur Pascal Perrineau y consacrait un cours entier disséquant la faute stratégique avec précision. C'est un exemple parfait de la façon
dont la précipitation peut anéantir des années de travail, expliquait-il à ses étudiants attentifs. Pendant près de 10 ans, Marine Le Pen avait patiemment lissé son image, cherchant à s'extraire de l'étiquette extrémiste. Et en une seule journée, tout ce capital s'était évaporé. Les étudiants notaient à toute vitesse. La séquence était déjà rangée parmi les grands classiques de la stratégie politique aux côtés de scandales historiques. L'épisode Le Cornu-Le Pen démontre aussi une règle essentielle, poursuivait le professeur. Le bon timing peut transformer une faiblesse passagère en avantage durable. Le Cornu a exécuté une manœuvre d'une rare élégance stratégique. Dans les écoles de journalisme, la séquence fit aussi l'objet d'un décryptage minutieux cette fois, sous l'angle du traitement médiatique. La mécanique de l'emballement est fascinante, expliquait une enseignante de l'ESG Lille. En martelant les images de l'enthousiasme de Marine Le Pen puis celle de sa sidération quelques heures plus tard, les chaînes d'infos ont fabriqué un récit visuel implacable, presque cinématographique. Pour les journalistes politiques, ces 24 heures restaient gravées comme un sommet de leur carrière. « J'ai rarement été témoin d'un tel renversement en direct », confiait Pauline de Malherbe, qui avait interrogé Marine Le Pen le matin même du retour de Le Cornu. L'instant où elle découvre la nouvelle à l'antenne, c'était à la fois du pur théâtre politique et quelque chose de profondément humain. On voyait une femme comprendre en temps réel que son rêve se brisait. C'est précisément cette charge émotionnelle qui a durablement marqué les esprits. Bien au-delà de l'affrontement partisan, le public avait assisté à une tragédie personnelle en direct. Marine Le Pen avait effleuré l'apogée avant de s'écraser sans préavis. En une seule journée, elle a traversé tout l'éventail d'une campagne présidentielle, analysait un biographe. L'euphorie, la certitude, l'espoir, puis la stupeur, la rage et pour finir l'amertume. La violence émotionnelle de ces images expliquait sans doute pourquoi l'épisode avait laissé une trace aussi profonde. Les Français avaient découvert Marine Le Pen sans filtre, ballottée par ses émotions, bien loin de la posture maîtrisée qu'elle affichait habituellement. L'ironie, soulignait une sociologue, c'est que cette séquence l'avait rendue plus humaine, mais au mauvais moment et de la mauvaise manière. Elle n'était pas apparue vulnérable, mais stratège, presque cynique, capable de se réjouir quand le pays vacillait. Même dans son entourage, il fallut du temps pour encaisser le choc. Les secousses furent telles que certains conseillers claquèrent la porte, jugeant sa réaction incompatible avec l'image d'une prétendante à la magistrature suprême. Elle a révélé qu'elle n'avait pas la stature présidentielle, confiait un ancien responsable du RN. Un véritable chef d'État ne se félicite jamais d'une crise, il s'efforce de la résoudre. Ces critiques venues de l'intérieur fissurèrent durablement son autorité, fragilisant sa position jusque dans son propre camp. Jordan Bardella, présenté comme l'héritier naturel, choisit la discrétion plutôt que la surenchère. Ses prises de parole devinrent plus rares, plus posées, presque prudentes. Il a retenu la leçon, confiait un cadre du mouvement. Là où Marine fonçait, lui temporise. Même quand l'actualité semble lui donner raison, il se contient. Cet épisode avait agi comme un accélérateur de mutation au sein du RN. Une nouvelle génération tirait les enseignements des faux pas de l'ancienne et adoptait des codes plus solennels, plus présidentiels. Finalement, cette humiliation a servi le parti, analysait un politologue spécialiste de l'extrême droite. Elle oblige le RN à grandir, à s'inscrire dans un cadre plus institutionnel. À l'inverse, pour les Cornu, la manœuvre fut un triomphe durable. Ce coup d'éclat politique solidifia sa position comme jamais auparavant. Un an plus tard, il s'imposait comme la personnalité politique la plus respectée du pays, tous camps confondus. Même ses adversaires les plus virulents finirent par l'admettre. Le Cornu a changé de dimension, concédait Jean-Luc Mélenchon, pourtant critique acharné du pouvoir. Il a prouvé qu'il savait trancher quand l'intérêt général l'exige. Cette reconnaissance venue de la gauche radicale disait beaucoup. Les Cornu avaient réussi là où peu y parviennent, dépasser les lignes partisanes pour incarner une figure de rassemblement. Il représente une certaine idée de l'homme d'État, expliquait François Baot. Au-dessus des clans guidés par le bien commun. C'est précisément ce que les Français attendent aujourd'hui. Les chiffres ne laissaient plus place au doute.
Scrutin après scrutin, projection après projection. Lecornu caracolait en tête de tous les scénarios pour 2027. Il distançait sans effort l'ensemble de ses rivaux potentiels. Marine Le Pen comprise désormais figée dans une dynamique atone. L'écart est devenu presque imprenable, reconnaissait dépité un stratège de l'opposition. La séquence de mars 2026 avait opéré une métamorphose. Lecornu n'était plus un premier ministre efficace, mais une figure providentielle. Une ascension si fulgurante qu'elle commençait à faire grincer des dents jusque dans les rangs macronistes. « Il a totalement éclipsé Macron », s'alarmait un député Renaissance. On parle plus de Lecornu que du président, et ce n'est jamais bon signe. Les courbes confirmaient ce malaise. Mois après mois, l'écart se creusait inexorablement. Macron plafonnait autour de 35% d'opinion favorable, quand Lecornu flirtait avec les sommets atteignant 76%. 41 points de différence entre un chef de l'État et son Premier ministre, une anomalie politique sans précédent sous la veuve République. Lecornu venait d'accomplir ce que très peu de responsables politiques savent faire, notait l'historien Michel Huynh, retourner un revers intime en victoire politique de longue haleine. L'exploit n'en était que plus frappant qu'il s'était joué en moins d'un an avec une précision presque chirurgicale. Le calendrier parfaitement maîtrisé avait mis en lumière un instinct politique hors norme. Il sentait que son départ provoquerait une réaction, expliquait l'un de ses conseillers les plus proches. En revanche, personne n'avait anticipé une vague d'adhésion d'une telle ampleur. Ce sursaut venu de la société civile changea tout. Syndicats, dirigeants d'entreprises, penseurs, figures culturelles tous, convergèrent vers le même message appelant Lecornu à reprendre les rênes. Une rare communion nationale qui rendait son retour incontestable. C'était bien plus qu'un soutien, c'était un véritable plébiscite, résumait un éditorialiste. Quand un pays entier vous supplie de rester refusé, devient impossible. Marine Le Pen, de son côté, observait la scène sans pouvoir agir. En l'espace de 24 heures, elle vit la nation se rassembler derrière celui qu'elle considérait comme son principal obstacle. C'était son pire scénario, racontait un journaliste présent à ses côtés à l'époque. Elle a vu la France s'unir autour de Lecornu alors qu'elle incarnait depuis des années la fracture. Ce qui frappa le plus durablement les esprits, ce fut sans doute cette vague d'unité inattendue autour de Lecornu. Dans un pays habitué aux fractures et aux camps irréconciliables, il parvint à rassembler là où tout semblait divisé. Lecornu incarne ce que la France sait produire de plus noble, méditait l'académicien Alain Finkielkraut. Le sens du devoir avant l'intérêt personnel, l'attachement au pays avant les étiquettes et la capacité rare de dépasser les lignes de front. 2 ans plus tard, à l'approche de la présidentielle de 2027, le paysage était limpide, Lecornu s'imposait comme le candidat évident. Depuis son départ éclair et son retour calculé, tout semblait lui réussir: réforme, mener à terme, tempête politique, maîtriser, popularité, jamais démenti. Il a toutes les cartes en main, concédait même Marine Le Pen dans un rare moment de lucidité. Mon erreur de mars 2026 lui a déroulé le tapis rouge vers l'Élysée. Cet aveu tardif scellait la fin d'une ère. Marine Le Pen admettait enfin que son empressement avait modifié le cours de la vie politique française. Elle a compris qu'elle avait brûlé sa dernière cartouche, analysait un politologue. Ces 24 heures resteraient comme l'instant précis où Lecornu devint un président en puissance et où elle bascula définitivement du côté des perdants de l'histoire. Oui, l'histoire retiendrait ces heures de mars 2026 comme un point de bascule. Un moment où la précipitation enterra une ambition et où la patience alliée à la lucidité triompha de l'opportunisme.